le millionnaire français qui a découvert une jeune femme nettoyant la tombe de sa mère, la raison l'a fait pleurer. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Le soleil se levait majestueusement sur l'horizon de Paris, illuminant les gratte-ciel qui tranchèrent le ciel comme des lances de béton. Du haut de son penthouse sur l'avenue des Champs-Élysées, Philippe Moreau observait, la ville s'éveillait, tenant une tasse de café qui refroidissait entre ses doigts. À 47 ans, il était le portrait même du succès entrepreneurial français. Propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de construction du pays, il figurait régulièrement sur les listes des hommes les plus riches et influents de France. L'appartement, luxueux, décoré de pièces de design signées et d'œuvres d'art contemporain, était impeccable et froid, comme un musée où personne n'habitait vraiment. Philippe passa les doigts sur la surface polie du comptoir en marbre, sentant un vide familier s'installer dans sa poitrine. Aujourd'hui marquait le 5e anniversaire du décès de Madame Cécile, sa mère. 5 années de réussite qu'il ne pouvait partager avec la seule personne qui avait toujours cru en lui. « Monsieur, le chauffeur vous attend déjà », annonça Martine, la gouvernante qui travaillait pour lui depuis plus d'une décennie, interrompant ses pensées. « Dites-lui qu'aujourd'hui je n'irai pas au bureau », répondit Philippe, sans détourner son regard du paysage urbain. « J'ai un engagement personnel. » Martine, qui connaissait bien les habitudes de son patron, acquiesça simplement et se retira discrètement. Il était rare que Philippe annule ses engagements professionnels, mais elle savait quelle date on était. Chaque année, ce même jour, il disparaissait pour quelques heures. Dans son dressing, Philippe échangea son costume impeccable contre des vêtements plus simples, une chemise en coton bleu marine et un pantalon sombre. Il n'y avait pas besoin d'ostentation pour l'endroit où il se rendait. En passant dans le couloir, son regard fut capturé par l'une des rares photographies qu'il gardait chez lui. Lui, encore adolescent, aux côtés de Madame Cécile, dans la petite maison où ils avaient grandi à Lyon. « Que diriez-vous si vous me voyiez maintenant, maman » murmura-t-il pour lui-même, passant les doigts sur le cadre. Contrairement à son habitude, il congédia son chauffeur et prit sa propre voiture dans le garage de l'immeuble. Une Mercedes-Benz noire glissa dans les rues congestionnées de Binsde, la capitale française. En conduisant, son esprit vagabondait dans ses souvenirs. Il se rappelait les nuits où Madame Cécile, après une journée épuisante comme institutrice dans une école publique, trouvait encore l'énergie pour l'aider, avec ses devoirs, répétant toujours « L'éducation est le seul héritage que personne ne peut te prendre, mon fils ». Elle avait été la force motrice de sa vie, se sacrifiant pour qu'il puisse étudier dans les meilleures écoles, même quand l'argent était rare. Quand il avait obtenu sa première bourse pour l'école d'ingénieur, la fierté dans ses yeux valait plus que toute la fortune qu'il accumulerait par la suite. La circulation diminua à mesure qu'il s'éloignait du centre. Après presque 1 heure de voyage, la voiture se gara près du cimetière du Père-Lachaise, l'un des plus traditionnels de la ville. Philippe respira profondément avant de sortir du véhicule. Malgré les visites annuelles, cela ne devenait jamais plus facile. Marchant parmi les tombes, il portait un petit bouquet de marguerites jaunes, les préférées de Madame Cécile. Il connaissait le chemin par cœur. Il tourna à gauche dans l'allée principale, passa devant la grande sculpture d'ange et continua jusqu'à une zone plus simple du cimetière. La tombe de sa mère était discrète, comme elle l'avait toujours été dans la vie. Une pierre tombale en granit gris avec son nom, les dates et une phrase simple « Elle a enseigné avec amour, vécu avec un but ». En s'approchant, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Une jeune femme était agenouillée devant la tombe de sa mère. Elle portait une robe simple à motifs et avait les cheveux bouclés attachés en un chignon désordonné. Avec des mouvements délicats, elle nettoyait la pierre tombale avec un chiffon humide, enlevant la poussière accumulée. Philippe s'arrêta à quelques mètres de distance, confus. Qui pouvait être cette jeune femme? Pourquoi prenait-elle soin de la tombe de sa mère? En toutes ces années, il n'avait jamais rencontré personne ici. Madame Cécile avait peu de parents vivants, et la plupart des anciens amis et collègues n'avaient plus de contact. La jeune femme, absorbée par sa tâche, n'avait pas encore remarqué sa présence. Elle finissait d'arranger quelques fleurs, sauvages dans un petit vase improvisé. Philippe observa combien ses gestes étaient affectueux, presque comme si elle connaissait personnellement Madame Cécile. « Excusez-moi, dit-il finalement en s'approchant,
Pardonnez mon indiscrétion, mais connaissiez-vous Madame Cécile ?» La jeune femme se retourna, surprise. Elle avait de grands yeux expressifs, qui s'écarquillèrent en le reconnaissant. « Monsieur Moreau ?» se demanda-t-elle, se levant rapidement et essuyant ses mains sur sa robe. « Désolé, je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici aujourd'hui. »« Comment savez-vous qui je suis ?» questionna Philippe, encore plus intrigué. La jeune femme sourit, un sourire sincère qui illumina son visage d'une manière qui lui fit ressentir une étrange familiarité. « Je m'appelle Sophie Dubois », se présenta-t-elle, tendant la main. « Et je vous connais à travers les histoires de Madame Cécile. » Philippe serra sa main machinalement, tout en essayant de comprendre l'information. « Des histoires? Mais ma mère, elle nous a quittés il y a 5 ans. »« Oui, je sais, » répondit Sophie avec un regard compatissant. « En fait, je n'ai jamais eu le privilège de la connaître personnellement, mais elle a changé ma vie quand même. » L'entrepreneur regarda les fleurs sauvages soigneusement arrangées, le chiffon humide dans la main de la jeune femme et la tombe impeccablement propre. Quelque chose dans sa présence le déconcertait profondément. Ce n'était pas seulement le fait de trouver quelqu'un qui prenait soin de la tombe de sa mère, mais la façon dont elle parlait de Madame Cécile, comme si elle la connaissait intimement. « Je crois que j'ai beaucoup de questions, » dit-il, passant la main dans ses cheveux, grisonnants aux tempes. « Pourriez-vous m'expliquer comment vous connaissez ma mère, si vous ne l'avez jamais rencontrée ?» Sophie regarda la simple montre qu'elle portait au poignet. « J'ai du temps, si vous en avez aussi. Il y a un café près d'ici, si vous préférez. C'est un endroit plus confortable pour discuter. » Philippe hésita. Ses plans pour la journée n'incluaient pas de prendre un café avec une inconnue. Normalement, il passerait quelques minutes en silence près de la tombe, laisserait les fleurs et retournerait à sa routine, portant le poids du deuil pour une année de plus. Mais quelque chose dans l'expression sincère de cette jeune femme l'intriguait. Peut-être était-ce la façon dont ses yeux brillaient en mentionnant sa mère, ou peut-être était-ce simplement la solitude qu'il portait depuis si longtemps. « D'accord, acquiesça-t-il finalement. « Je connais un endroit tranquille, pas très loin d'ici. » Il laissa les marguerites jaunes à côté des fleurs sauvages de Sophie, fit une brève pause silencieuse devant la tombe, puis ils marchèrent côte à côte vers la sortie du cimetière. La Mercedes garée attira l'attention de Sophie, qui sourit discrètement. « Nous pouvons prendre ma voiture », offrit Philippe, ouvrant la porte côté passager. « C'est exactement comme elle le décrivait », murmura Sophie, presque pour elle-même. « Comme... Qui le décrivait? Ma mère ?» demanda Philippe, de plus en plus confus. Sophie acquiesça, entrant dans le véhicule. Madame Cécile disait toujours que son fils avait conquis le monde, mais qu'il conduisait encore comme s'il était à Lyon dans les années 90, avec précaution à chaque virage. Philippe se figea, la main sur la poignée. Comment cette jeune femme pouvait-elle connaître des détails aussi intimes sur ses conversations avec sa mère? Qui était vraiment Sophie Dubois et quelles histoires de Madame Cécile connaissait-elle? Avec plus de questions que de réponses, il monta dans la voiture, déterminé à découvrir quelle mystérieuse connexion cette jeune femme avait avec sa mère, et peut-être avec une partie de sa propre vie qu'il avait laissée derrière, lui il y a longtemps. Le café choisi par Philippe se trouvait dans une rue arborée, loin de l'agitation du centre. C'était un endroit discret, fréquenté par des personnes qui, comme lui, cherchaient un peu de tranquillité au milieu du chaos parisien. Assis à une table éloignée, Philippe observait Sophie avec curiosité, tandis qu'elle remuait distraitement la cuillère dans sa tasse de thé. « Alors, commença-t-il après que le serveur se soit éloigné, vous alliez me raconter comment vous connaissez ma mère sans jamais l'avoir rencontrée. » Sophie respira profondément, comme si elle organisait ses pensées. « J'ai grandi à Belleville, dans le 20e arrondissement, » commença-t-elle. « Ma mère travaillait comme femme de ménage et était rarement à la maison. J'ai passé une bonne partie de mon enfance gardée par des voisins ou seul. » Philippe écoutait attentivement, essayant de comprendre quel pourrait être le lien avec Madame Cécile. « Quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à fréquenter un centre communautaire près de chez moi. C'était un endroit simple, mais il y avait une petite bibliothèque. C'est là que j'ai trouvé les lettres. »« Des lettres ?» interrompit Philippe, se penchant en avant. « Oui. Dans une boîte de dons, parmi des livres usagés, il y avait une collection de lettres écrites par une institutrice nommée Cécile Moreau. C'étaient des lettres destinées à ses élèves, des lettres qui n'avaient jamais été remises. »
La coordinatrice du centre m'a dit qu'une école avait été rénovée et que beaucoup de vieilles choses avaient été données. Ces lettres étaient parmi elles. Philippe sentit un frisson parcourir son échine. Sa mère avait toujours écrit des lettres à ses élèves. C'était une tradition qu'elle maintenait à la fin de chaque année scolaire. Chaque lettre était personnalisée, soulignant les qualités et le potentiel qu'elle voyait en chaque étudiant. Les lettres étaient si pleines de sagesse et de bienveillance que j'ai commencé à les lire quotidiennement, continua Sophie. Même sans connaître les destinataires, ces mots m'ont profondément touché. C'était comme si Madame Cécile me parlait directement. Elle fit une pause, prenant une gorgée de thé. À une époque où je pensais abandonner l'école, j'ai trouvé une lettre spécifique qui parlait de persévérance. Madame Cécile avait écrit « Parfois, le chemin le plus difficile est le seul qui nous mène là où nous devons aller. N'abandonne pas tes rêves simplement parce que le trajet est long. Un pas à la fois nous mène aussi à destination. » Ces mots ont changé ma vie. L'entrepreneur sentit un nœud dans sa gorge. Il reconnaissait le style de sa mère, toujours trouvant les mots justes pour inspirer les autres. Avec le temps, poursuivit Sophie, j'ai commencé à me renseigner sur Madame Cécile. J'ai découvert qu'elle avait été institutrice dans plusieurs écoles publiques de Paris. J'ai visité ces écoles, parlé avec d'anciens collègues et élèves. Chaque personne avait une histoire à raconter, un enseignement qu'elle gardait. Et ainsi vous avez construit une image d'elle, conclut Philippe, assimilant encore cette histoire inhabituelle. Exactement. J'ai découvert qu'elle avait créé un petit projet de soutien scolaire pour les enfants défavorisés, qu'elle utilisait ses propres ressources pour acheter du matériel, qu'elle n'abandonnait jamais aucun élève, aussi difficile soit-il. Sophie sourit avec nostalgie. C'était comme si elle était devenue une mentor pour moi, même sans nous connaître. Philippe détourna son regard vers la fenêtre. Combien de fois sa mère avait-elle parlé de ce projet? Combien de nuits avait-elle passé à préparer du matériel, à corriger des travaux, à écrire ses lettres? Et lui, absorbé par sa propre ascension professionnelle, n'avait jamais consacré suffisamment de temps pour comprendre l'ampleur de son travail. « Et comment avez-vous découvert qu'elle était ma mère ?» demanda-t-il, regardant à nouveau Sophie. Une des institutrices qui travaillait avec elle m'a montré une vieille photo d'une fête d'école. Madame Cécile était à côté d'un jeune homme, qu'elle présentait fièrement comme son fils, l'ingénieur. L'institutrice a mentionné que ce fils était devenu un entrepreneur célèbre. Ce n'était pas difficile de faire le lien. Sophie ouvrit le simple sac qu'elle portait et en sortit un petit carnet usé. De l'intérieur, elle tira une photographie en noir et blanc. C'était exactement l'image que Philippe avait dans son appartement, lui et sa mère, devant la maison à Lyon. Madame, Carmen, qui a été sa collègue pendant des années, m'a donné cette copie. Elle m'a dit que Madame Cécile portait cette photo dans son portefeuille et la montrait à tout le monde avec une immense fierté. Philippe prit la photographie avec précaution, comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Il la retourna et vit la calligraphie inconfondable de sa mère. « Mon fils, ma plus grande fierté. 1992. » Quand j'ai découvert qu'elle était partie, continua Sophie, j'ai ressenti une tristesse inexplicable, comme si j'avais perdu quelqu'un de très proche. J'ai commencé à visiter sa tombe occasionnellement, pour la remercier pour tout ce que j'avais appris à travers ses mots. C'est une façon de garder sa mémoire vivante, vous comprenez. Philippe acquiesça, incapable d'exprimer en mots le tourbillon d'émotions qu'il ressentait. D'un côté, il était profondément touché par la dévotion de cette jeune femme à la mémoire de sa mère. De l'autre, il ressentait une pointe de culpabilité. Alors qu'il parlait rarement de Madame Cécile, gardant ses souvenirs enfermés comme un trésor privé, cet inconnu célébrait ouvertement son héritage. « Elle a laissé des lettres pour moi aussi, » dit-il finalement, presque dans un murmure. Une pour chaque anniversaire après son départ. 5 lettres que je n'ai jamais eu le courage d'ouvrir. Ce fut au tour de Sophie de paraître surprise. Pourquoi? Philippe secoua la tête, incapable d'expliquer complètement. Peut-être par peur, peur de revivre la douleur, peur de confronter ses attentes, peur de réaliser que je ne suis pas devenu l'homme qu'elle espérait que je devienne. « Vous êtes devenu exactement ce qu'elle a toujours su que vous seriez, » répondit Sophie, avec conviction. Elle parlait toujours du potentiel qu'elle voyait en vous. Elle disait que son fils avait un cœur généreux, même s'il ne s'en rendait pas toujours compte lui-même.
Un cœur généreux? Répéta Philippe avec un rire. Ah mère, je ne sais pas si c'est la description que les gens feraient de moi aujourd'hui. Peut-être parce qu'elle seule pouvait voir au-delà de la surface, suggéra Sophie, comme elle le faisait avec tous ses élèves. Le silence qui suivit fut interrompu par le serveur apportant l'addition. Philippe paya rapidement, et ils sortirent sur le trottoir ensoleillé. L'après-midi avançait, et la ville pulsait autour d'eux, indifférente à la conversation qui venait de changer quelque chose de fondamental chez l'entrepreneur. « Je dois y aller, » dit Sophie, consultant sa montre. « J'ai un rendez-vous au centre communautaire où je travaille. »« Vous êtes aussi devenue institutrice ?» demanda Philippe. « Assistante sociale, » corrigea-t-elle avec un sourire. « J'ai obtenu mon diplôme il y a 2 ans. Je travaille principalement avec des jeunes en situation de vulnérabilité. D'une certaine façon, j'essaie de continuer le travail que Madame Cécile a commencé. » Philippe acquiesça, reconnaissant la symétrie parfaite dans cette histoire. « Je peux vous y conduire. »« Ne vous dérangez pas, » répondit-elle. « Le métro est plus rapide à cette heure. »« J'insiste, » dit-il, ouvrant la porte de la voiture. « J'aimerais connaître cet endroit. » Pendant le trajet, Sophie parla du centre, communautaire Nouveaux Horizons, situé dans un quartier périphérique de l'Est parisien. C'était un espace modeste qui offrait du soutien scolaire, des ateliers professionnels et un soutien psychologique aux jeunes de la communauté. « Nous luttons constamment contre le manque de ressources, » expliqua-t-elle. « Nous dépendons des dons et du travail de bénévoles, mais nous parvenons à faire la différence dans la vie de nombreux adolescents. » En arrivant, Philippe observa la façade simple, avec une enseigne décolorée et des murs qui avaient urgemment besoin d'une nouvelle peinture. Des enfants et des adolescents entraient et sortaient, portant des sacs à dos et des sourires. C'était un lieu plein de vie malgré la structure précaire. « Merci pour le trajet, monsieur Moreau, » dit Sophie, se préparant à sortir. « Philippe, » corrigea-t-il. « Vous pouvez m'appeler Philippe. » Elle sourit, acquiesçant. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Philippe. Votre mère serait heureuse de savoir que nous avons visité sa tombe ensemble aujourd'hui. » Avant qu'elle ne ferme la porte, Philippe l'appela. « Sophie, cela vous dérangerait si je visitais le centre un autre jour? J'aimerais mieux connaître le travail que vous faites ici. » Son visage s'illumina. « Ce serait un honneur, nous sommes toujours ouverts aux nouveaux amis. » Tandis qu'il observait Sophie s'éloigner et être accueillie joyeusement par un groupe d'adolescents, Philippe ressentit quelque chose d'inhabituel, un sentiment de but qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Sur le chemin de retour, vers son appartement luxueux, les paroles de Sophie résonnaient dans son esprit, ainsi que les souvenirs de sa mère. Cette nuit-là, pour la première fois en 5 ans, Philippe ouvrit le tiroir où il gardait les lettres non lues de Madame Cécile. 5 enveloppes, chacune avec une date spécifique, chacune contenant des mots qu'il craignait d'affronter. D'une main tremblante, il prit la première enveloppe et rompit le cachet, prêt à redécouvrir la voie qui l'avait toujours guidé, même dans le silence. Le bureau de Philippe au 40e étage du siège de son entreprise de construction offrait une vue privilégiée sur la ville. Mais ce matin-là, les yeux de l'entrepreneur n'étaient pas fixés sur le paysage urbain, mais sur les pages jaunies qu'il tenait avec précaution. Il avait passé la nuit à lire et relire les lettres de Madame Cécile, absorbant chaque mot comme un homme assoiffé trouvant de l'eau dans le désert. La première lettre, destinée à être ouverte 1 an après son départ, était remplie de souvenirs et de conseils affectueux. Madame Cécile parlait d'accepter l'absence, mais de ne pas permettre que la douleur obscurcisse les souvenirs heureux. Les autres lettres abordèrent des thèmes comme le but, l'héritage et l'importance des connexions authentiques. La 5e et dernière lettre, cependant, révéla quelque chose qui ébranla les fondements de la vie de Philippe. Elle mentionnait un ancien rêve, créer une fondation éducative qui pourrait élargir la portée de son travail avec les jeunes défavorisés. Elle avait économisé tout au long de sa vie d'institutrice et laissé une petite somme pour cet objectif. L'argent était déposé sur un compte qu'elle avait ouvert au nom de Philippe. « Ce n'est pas beaucoup, » écrivait-elle, « mais c'est un début. Si un jour tu sens que ce rêve peut aussi être le tien, ces ressources t'attendront. Sinon, utilise-les comme tu le jugeras bon. Mon amour pour toi n'a jamais été conditionné à la réalisation de mes rêves, seulement des tiens. » Cette révélation laissa Philippe abasourdi.
Il n'avait jamais connu ce désir de sa mère, ni l'existence du compte bancaire. Il vérifia le numéro et les informations qu'elle avait soigneusement notées au bas de la lettre. Tout semblait authentique. Un coup à la porte le ramena à la réalité. « Monsieur Moreau, votre cousin est ici pour la réunion de 9 heures », annonça sa secrétaire. Philippe rangea rapidement les lettres dans un dossier. « Faites-le entrer, s'il vous plaît. » François Moreau, son cousin et directeur financier de l'entreprise de construction, entra dans la pièce avec l'assurance caractéristique de quelqu'un qui n'a jamais eu à prouver sa valeur. À 43 ans, il était considéré comme un génie des chiffres et responsable de nombreuses stratégies qui maintenaient l'entreprise parmi les leaders du marché. « Bonjour, cousin », salua François, s'installant dans le fauteuil face au bureau. « Tu as une mine terrible. Nuit difficile ?»« Nuit révélatrice », répondit Philippe, sans entrer dans les détails. « Allons droit au but. Où en sont les préparatifs pour l'appel d'offres du complexe commercial à la Défense ?» François ouvrit son dossier, en sortant des graphiques et des tableaux. Tout est en bonne voie. Notre proposition est compétitive et les contacts que nous avons établis à la mairie garantissent que nous sommes bien positionnés. Nous devons seulement finaliser quelques détails avec les investisseurs étrangers. La réunion se poursuivit normalement, avec des discussions sur les projets en cours, des analyses financières et des stratégies de marché. Cependant, l'esprit de Philippe vagabondait entre les chiffres et les mots de sa mère. Quelque chose avait fondamentalement changé en lui depuis sa rencontre avec Sophie au cimetière. « Es-tu vraiment présent aujourd'hui, Philippe ?» questionna François, remarquant la distraction de son cousin. « Pardonne-moi, » répondit-il, passant la main dans ses cheveux. « J'ai réfléchi à certaines questions personnelles. » François ferma son dossier, se penchant en avant. « Quelque chose où je peux t'aider. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. » Philippe hésita. Sa relation avec son cousin avait toujours été plus professionnelle que personnelle, malgré leurs liens familiaux. François était ambitieux et pragmatique, des qualités qui faisaient de lui un excellent homme d'affaires, mais pas toujours le confident idéal. « En fait, » commença Philippe prudemment, « j'envisage de lancer un projet parallèle. Quelque chose à caractère social. » Les yeux de François brillèrent d'intérêt. « Un projet de responsabilité sociale d'entreprise? Excellente idée. Cela améliorerait significativement notre image sur le marché. Nous pourrions le lier au lancement du nouveau projet dans le 16e arrondissement. » « Non, » interrompit Philippe. « Je ne pense pas à quelque chose lié à l'entreprise. Ce serait un projet personnel, une fondation indépendante. » Le sourire de François s'évanouit légèrement. Une fondation, cela demande du temps, des ressources, une structure administrative. Es-tu sûr de vouloir t'impliquer dans quelque chose comme ça maintenant? Nous sommes sur le point de nous étendre sur le marché international. Ce n'est qu'une idée que j'envisage, répondit Philippe, percevant la résistance de son cousin. Rien de défini encore. François étudia le visage de Philippe pendant quelques instants avant de répondre. Eh bien, tu es le patron. Si tu décides de poursuivre, compte sur moi pour t'aider dans la structuration financière. Après le départ de François, Philippe resta dans son bureau, contemplant la ville qu'il avait contribué à façonner avec ses projets. Immeubles luxueux, résidences exclusives, centres commerciaux élégants, tous portaient à la marque Moreau. C'était un empire construit avec un travail acharné, de l'intelligence et, il devait l'admettre, quelques concessions éthiques en chemin. Son téléphone vibra avec un message. C'était Sophie, répondant au texto qu'il avait envoyé la nuit précédente après avoir lu les lettres. « Ce serait formidable de discuter davantage. Je serai au centre communautaire tout l'après-midi aujourd'hui. Venez découvrir nos projets, si vous le pouvez. » Philippe annula ses réunions de l'après-midi, chose impensable jusqu'à quelques jours auparavant, et conduisit jusqu'à l'Est parisien. Le centre communautaire Nouveaux Horizons semblait encore plus modeste à la lumière du jour. Une construction simple de 2 étages, avec des murs qui témoignaient du besoin urgent d'entretien et une petite cour où les enfants jouaient pendant la pause des activités. Sophie l'accueillit à l'entrée, visiblement surprise qu'il soit vraiment venu. « Je ne m'attendais pas à vous voir si tôt », avoua-t-elle, le guidant à travers l'espace. « J'ai lu les lettres », expliqua Philippe, observant les salles improvisées où des bénévoles donnaient des cours de soutien scolaire. « Toutes. » Sophie s'arrêta, se tournant pour le regarder. « Et comment vous êtes-vous senti ?» « Comme si je conversais à nouveau avec elle, »
répondit-il, la voix nouée. Comme si toutes ces années j'avais gardé un trésor, sans connaître sa véritable valeur. Elle sourit, compréhensive. Les mots ont ce pouvoir, c'est pourquoi nous gardons les lettres, même à l'ère numérique. La visite du centre révéla à Philippe un monde qu'il fréquentait rarement. Des adolescents de quartiers défavorisés recevaient un soutien éducatif, des ateliers professionnalisants et surtout de l'attention et de l'accueil. Les ressources étaient limitées, mais le dévouement des bénévoles était évident dans chaque détail. « Voici notre bibliothèque », présenta Sophie, ouvrant la porte d'une petite salle avec des étagères improvisées. « Nous n'avons pas beaucoup de livres, mais nous faisons de notre mieux pour encourager la lecture. » Philippe observa les titres usés par l'utilisation, les tables simples où quelques jeunes étudiaient avec concentration et le tableau d'affichage rempli de dessins et de messages de remerciements. Dans un coin discret, il remarqua une petite boîte décorée avec le nom « Lettres de Madame Cécile ». « Vous avez partagé ces lettres », constata-t-il, s'approchant. « Seulement quelques copies », expliqua Sophie. « Ces mots continuent d'inspirer. » De nouveaux étudiants. C'est une façon de maintenir son héritage vivant. L'entrepreneur ressentit une émotion indescriptible en réalisant comment sa mère, une simple institutrice de l'éducation publique, avait touché tant de vies, même après son départ. C'était un type d'immortalité qu'aucune fortune ne pourrait acheter. Dans la salle de coordination, Sophie présenta Philippe à Marie Noguet, une dame aux cheveux gris qui dirigeait le centre depuis plus de 2 décennies. « Madame Noguet a connu votre mère », expliqua Sophie. La dame serra la main de Philippe avec une fermeté surprenante. Cécile était une collègue merveilleuse. Nous avons travaillé ensemble à l'école primaire Jean Jaurès pendant presque 10 ans. Elle parlait toujours de vous avec tant de fierté. Pendant le café simple qu'ils partagèrent, Madame Noguet raconta des histoires sur Madame Cécile que Philippe n'avait jamais entendues. Comment elle organisait des bibliothèques itinérantes pour apporter des livres aux communautés les plus éloignées. Comment elle utilisait son propre salaire pour acheter du matériel pour les élèves qui ne pouvaient pas se le permettre. Comment elle passait des heures supplémentaires à aider les élèves en difficulté. Elle avait un rêve, commenta Madame Noguet, regardant directement Philippe. Elle voulait créer un espace permanent pour continuer ce travail après sa retraite. La fondation, murmura Philippe, connectant les informations. Exactement. Elle a commencé à économiser pour cela, même avec son salaire modeste. Elle en parlait avec tant d'enthousiasme. La voix de Madame Noguet faiblit légèrement. Malheureusement, elle n'a pas eu le temps de réaliser ce rêve. En quittant le centre communautaire, Philippe marchait en silence aux côtés de Sophie, absorbant tout ce qu'il avait découvert ce jour-là. « Que comptez-vous faire des informations de la lettre ?» demanda finalement Sophie, lorsqu'ils arrivèrent à sa voiture. Philippe regarda le centre communautaire, les enfants qui entraient et sortaient, les bénévoles dévoués qui faisaient des miracles avec des ressources minimales. « Je vais vérifier le compte bancaire demain, » répondit-il. « Et ensuite, je crois que j'ai un rêve à réaliser. » Sur le chemin du retour vers son appartement luxueux, Philippe se sentait comme s'il s'éveillait d'un long sommeil. Les lumières de la ville, qui auparavant semblaient seulement un arrière-plan pour sa vie solitaire, semblaient maintenant allumer des possibilités qu'il n'avait jamais envisagées. En rentrant chez lui, il alla directement dans la chambre d'amis qu'il avait transformée en bureau personnel. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à rechercher le processus de création de fondations éducatives. Les heures passèrent, tandis qu'il prenait des notes, visitait des sites de projets similaires et élaborait une ébauche initiale. Quand le soleil commença à se lever sur l'horizon parisien, Philippe avait devant lui le premier brouillon de ce qui pourrait devenir le rêve de sa mère, la fondation éducative Cécile Moreau, un espace dédié à offrir des opportunités éducatives pour les jeunes en situation de vulnérabilité. Épuisé, mais avec une sérénité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, Philippe s'endormit finalement dans son fauteuil, avec les lettres de Madame Cécile soigneusement disposées sur le bureau et un sourire paisible sur son visage. La Banque de France était étonnamment vide ce lundi matin quand Philippe présenta la documentation nécessaire pour accéder aux comptes mentionnés dans la lettre de Madame Cécile. Après les vérifications d'usage et une longue attente,
Le directeur revint avec un dossier contenant les relevés. « Monsieur Moreau, le compte est actif et à votre nom, en tant que titulaire, avec votre mère comme déposante originale », expliqua le directeur, ouvrant le dossier. Le montant actuel, avec les intérêts accumulés des 5 dernières années, est de 67 892 € et 43 centimes. Philippe observa le relevé avec un nœud dans la gorge. Chaque dépôt représentait des sacrifices de Madame Cécile, de petites sommes mensuelles économisées sur son modeste salaire d'institutrice au fil des décennies. Ce qui pour lui, un entrepreneur millionnaire, semblait une somme dérisoire, représentait toute une vie de dévouement et de rêve de sa mère. « J'aimerais transférer ces fonds sur mon compte principal », demanda Philippe. « Et ensuite, je veux faire un dépôt supplémentaire. » En sortant de la banque, Philippe avait fait le premier pas concret pour réaliser le rêve de Madame Cécile. Le compte contenait maintenant 1 million d'euros, le montant original augmenté de sa propre contribution substantielle. Ce n'était que le début. Dans les jours qui suivirent, l'entrepreneur plongea dans un monde complètement nouveau. Il rencontra des avocats spécialisés dans les organisations à but non lucratif, consulta des experts en éducation et développement social et visita plusieurs fondations établies pour comprendre leur fonctionnement. Dans son bureau de l'entreprise de construction, les plans de projets luxueux partageaient l'espace avec des projets architecturaux pour un centre éducatif dans une zone défavorisée de l'Est parisien. Les réunions sur les stratégies de marché alternaient avec des conversations sur des méthodologies pédagogiques innovantes. Ce changement n'échappa pas à François, qui observait avec une inquiétude croissante le nouvel intérêt de son cousin. Un après-midi particulièrement chargé, il entra sans s'annoncer dans le bureau de Philippe. « Tu as annulé la réunion avec les investisseurs chinois ?» interrogea-t-il sans cacher son irritation. « Ils sont venus de l'autre côté du monde spécifiquement pour te rencontrer, Philippe. » Philippe leva les yeux des documents qu'il analysait, les statuts préliminaires de la fondation qu'il créait. « Je t'ai envoyé à ma place. Personne de mieux que le directeur financier pour discuter chiffres et projections. » « Il ne s'agit pas seulement de chiffres, » rétorqua François, fermant la porte derrière lui. Il voulait rencontrer l'homme derrière l'entreprise Moreau, le visionnaire qui a transformé une petite entreprise familiale en empire. « Exagération des relations publiques, » répondit Philippe, rangeant les documents dans un dossier. « Tu t'en es bien sorti ?»« Bien sûr, » répondit François, s'asseyant sans y être invité. « Mais ce n'est pas la question. Que se passe-t-il avec toi, Philippe ? D'abord cette histoire de fondation, maintenant tu annules des réunions cruciales. » Philippe respira profondément, se préparant à une conversation qu'il savait inévitable. « Je repense certaines priorités, François. L'entreprise reste importante, mais il y a d'autres aspects de la vie qui méritent attention. » François plissa les yeux, analysant son cousin. « C'est à cause de cette jeune femme, n'est-ce pas, l'assistante sociale dont tu as parlé la semaine ?»« Et dernière. Sophie est une inspiration, oui, » admit Philippe. « Mais ce n'est pas à cause d'elle, c'est à cause de moi-même, de qui je veux être à partir de maintenant. Et qui veux-tu être? Un philanthrope qui gaspille ce qu'il a construit avec tant d'efforts? Pense à ce que ton père dirait s'il te voyait maintenant. » La mention du père de Philippe, un homme rigide et pragmatique qui a toujours privilégié les affaires au-dessus des relations, était une vieille stratégie de François pour influencer son cousin. Cette fois, cependant, elle eut l'effet contraire. « Je pense exactement à ce que ma mère dirait, » répondit Philippe, avec une fermeté qui les surprit tous les deux, « et je crois qu'elle serait enfin fière. » Le silence qui suivit fut dense, chargé de tensions non verbalisées. François se leva finalement, ajustant son costume impeccable. « J'espère seulement que tu ne regretteras pas quand tu réaliseras que les sentiments ne construisent pas d'empire, » dit-il, se dirigeant vers la porte. Le conseil d'administration s'inquiète, Philippe. Peut-être est-il temps d'envisager un congé temporaire si tu as besoin de temps pour résoudre quoi que ce soit que tu traverses. Seul à nouveau, Philippe réfléchit aux paroles de son cousin. Il était vrai que son dévouement à l'entreprise avait diminué ces dernières semaines. Le projet de la fondation occupait de plus en plus ses pensées et son temps. Peut-être François avait-il raison sur un point. Il devait trouver un équilibre. En fin d'après-midi, Philippe conduisit jusqu'au centre communautaire nouveau
Horizon, où il avait prévu de rencontrer Sophie. Il la trouva en train de guider un groupe d'adolescents qui créaient un journal communautaire sur des ordinateurs anciens. « Un instant », demanda-t-elle en le voyant, avant de reporter son attention sur les jeunes. « Souvenez-vous, écrivez sur ce qui compte pour vous et pour la communauté. Vos voix méritent d'être entendues. » Philippe observa comment les adolescents la regardaient avec respect et admiration. C'était le même regard qu'il voyait sur les photographies d'anciens élèves de sa mère. Le regard de ceux qui ont trouvé quelqu'un qui croit vraiment en leur potentiel. Quand ils s'éloignèrent enfin pour parler dans une petite salle utilisée comme bureau administratif, Philippe remit à Sophie un dossier contenant les documents préliminaires de la Fondation. « J'aimerais que vous y jetiez un coup d'œil, dit-il. Votre opinion est importante pour moi. » Sophie feuilleta les papiers avec une surprise croissante. Plans architecturaux, statuts, plans pédagogiques, budget préliminaire, tous les éléments nécessaires pour établir une fondation éducative solide. « C'est impressionnant, commenta-t-elle, arrivant à la page qui détaillait la structure administrative. Son doigt s'arrêta sur un nom spécifique. Coordinatrice pédagogique. Sophie Dubois. Philippe sourit, sans cacher sa nervosité. C'est une invitation. Personne ne connaît mieux l'esprit du travail de Madame Cécile que vous. Vous seriez la personne idéale pour garantir que la Fondation suive les valeurs qu'elle défendait. Sophie ferma le dossier, visiblement touchée par la proposition. Philippe, je ne sais pas quoi dire. C'est un projet ambitieux. C'est un rêve, corrigea-t-il. Un rêve que ma mère n'a jamais eu la chance de réaliser et qui maintenant peut devenir réalité avec votre aide. Pourquoi moi ? Demanda-t-elle directement. Vous me connaissez à peine. Philippe réfléchit un moment avant de répondre. Parce que vous avez vu en ma mère quelque chose que même moi, son fils, n'ai pas réussi à voir complètement. L'impact qu'une personne dévouée peut avoir sur la vie des autres. Vous avez préservé non seulement sa mémoire, mais son but. Les yeux de Sophie s'embuèrent légèrement. J'ai besoin de temps pour réfléchir. C'est une décision importante. Bien sûr, acquiesça Philippe. En attendant, j'aimerais vous montrer quelque chose. Et ils quittèrent le centre communautaire et Philippe la conduisit jusqu'à sa voiture. Pendant le trajet, il expliqua qu'il avait localisé un terrain dans l'Est parisien, pas très loin de là, qui serait parfait pour le siège de la Fondation. C'était une vaste zone, abandonnée depuis des années, qui pourrait être transformée en un espace éducatif moderne et accueillant. En arrivant sur les lieux, Sophie observa le terrain clôturé, couvert d'herbes hautes et de débris, avec un ancien entrepôt industriel à l'état d'abandon. « Vous êtes sûr que c'est ici ?» demanda-t-elle dubitative. « Je peux voir au-delà de ce qui existe maintenant », répondit Philippe, montrant différentes zones du terrain. Là serait le bâtiment principal, avec des salles de classe et des laboratoires. Dans cette partie, une bibliothèque communautaire, au fond des terrains de sport et un amphithéâtre pour des présentations culturelles. Tandis que Philippe décrivait sa vision avec un enthousiasme croissant, Sophie commença à percevoir le potentiel de l'espace. L'éclat dans ses yeux était contagieux, une passion authentique qu'elle n'aurait jamais imaginé voir chez l'entrepreneur qu'elle avait rencontré au cimetière quelques semaines auparavant. Et là, continua-t-il, montrant une zone près de l'entrée, un jardin avec une fresque dédiée à Madame Cécile, reproduisant des passages de ses lettres pour inspirer tous ceux qui entreront. Sophie sourit, touchée par la façon dont il avait incorporé l'essence de sa mère au projet. Elle serait vraiment fière, Philippe. En retournant à la voiture, ils furent surpris par François, qui les attendait adossés à son propre véhicule importé. « Alors c'est ici que tu disparais tous les après-midi », commenta-t-il, s'approchant. « Des terrains abandonnés en banlieue. »« François », répondit Philippe, tendu par la présence inattendue de son cousin. « Voici Sophie Dubois, assistante sociale. » François la salua d'un signe de tête distant. « Enchanté, Philippe a beaucoup parlé de vous. »« Que fais-tu ici » demanda directement Philippe. « J'étais inquiet quand tu es parti précipitamment de la réunion avec les actionnaires, » répondit François sans quitter Sophie des yeux. « Ton chauffeur a mentionné qu'il t'amenait souvent dans cette région. Je suis venu vérifier si tout allait bien. » La tension entre les cousins était palpable. Sophie, percevant l'inconfort, intervint. « En fait, nous discutions des possibilités pour un projet social. Monsieur Moreau a manifesté de l'intérêt pour investir dans l'éducation des communautés, défavorisées. » François sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Toujours le philanthrope, n'est-ce pas, cousin? D'abord les dons anonymes pour ce foyer à Montreuil. Maintenant, c'est quoi exactement »
Une école? Philippe fronça les sourcils, surpris. Comment sais-tu pour les dons? Je n'en ai jamais parlé à personne. Je suis le directeur financier de l'entreprise, tu te souviens? Rien n'échappe à mes tableaux, répondit François d'un ton légèrement menaçant. Surtout quand il s'agit de sommes importantes transférées vers des institutions obscures. Le centre d'accueil Saint-François n'est pas une institution obscure, rétorqua Sophie avec une fermeté inattendue. C'est l'un des foyers pour enfants en situation de risque les plus respectés de la ville. François la regarda avec un intérêt renouvelé. Je vois que tu as trouvé une défenseuse passionnée, Philippe. Fascinant. Il se fait tard, interrompit Philippe, ouvrant la porte de la voiture pour Sophie. Nous pouvons continuer cette conversation demain au bureau, François. Quand François s'éloigna finalement dans sa voiture importée, Philippe soupira de soulagement. Désolé pour ça, mon cousin peut être intense. Il n'approuve pas vos nouveaux intérêts, d'après ce que j'ai compris, commenta Sophie. François se préoccupe de l'héritage de l'entreprise, des chiffres, des résultats, de l'image de marque. Pour lui, la philanthropie n'est qu'une stratégie de marketing corporatif. Pendant le trajet de retour, Philippe expliqua la dynamique familiale complexe qui imprégnait les affaires Moreau. François était le fils du frère de son père, élevé pratiquement comme un frère cadet de Philippe, après le décès de son oncle. Ils avaient grandi ensemble, étudié dans les mêmes écoles, et finalement repris la petite entreprise familiale de construction, la transformant en un empire. Il est brillant avec les chiffres et les stratégies, admit Philippe. Mais nous avons des visions différentes sur le but de la richesse et du succès. En se séparant devant le centre communautaire, Sophie serra contre sa poitrine le dossier contenant les documents de la fondation. Je vais les analyser avec soin. Et Philippe, merci de me faire confiance pour cela. Il acquiesça, sentant une connexion qui transcendait le partenariat professionnel. Il y avait quelque chose dans la présence de Sophie qui lui donnait envie d'être une meilleure version de lui-même, comme si, à travers elle, il pouvait se reconnecter avec des valeurs qu'il avait laissées derrière lui dans son ascension vers le succès. Cette nuit-là, dans son appartement luxueux, Philippe n'arrivait pas à dormir. Les paroles de François résonnaient dans son esprit, se mélangeant avec des extraits des lettres de Madame Cécile et avec l'image de Sophie observant avec espoir le terrain abandonné. Il était à la croisée des chemins, et pour la première fois depuis de nombreuses années, la voie la plus facile ne semblait pas être la plus attrayante. La nouvelle se répandit rapidement dans les couloirs de l'entreprise Moreau. Philippe avait demandé une réunion extraordinaire avec le conseil d'administration. Les murmures entre employés s'intensifiaient chaque jour, alimentés par des spéculations sur d'éventuelles fusions, acquisitions ou même la vente de l'entreprise. Personne, cependant, ne pouvait prévoir le véritable motif de cette rencontre. Le matin de la réunion, la salle de conférence du dernier étage était impeccablement préparée. 10 directeurs occupaient leurs places habituelles autour de la longue table en acajou, François positionné stratégiquement à la droite du siège vide en bout de table, la place de Philippe. « Quelqu'un sait de quoi il s'agit » demanda Mathilde Junot, directrice marketing, ajustant nerveusement ses lunettes à monture rouge. « Probablement le projet international » répondit Richard Thibault, directeur des opérations. « J'ai entendu dire que les Chinois ont été impressionnés par notre proposition. » François restait silencieux, les yeux fixés sur sa tablette, feignant de réviser des documents tandis que son esprit bouillonnait de théories. Ces dernières semaines, Philippe était devenu de plus en plus distant des opérations quotidiennes de l'entreprise, déléguant des décisions importantes et disparaissant des après-midi entiers sans explication. Les investigations discrètes menées par François avaient révélé des visites fréquentes dans l'Est parisien, des réunions avec des avocats spécialisés dans les fondations et, plus inquiétant, des transferts substantiels de ressources personnelles vers un nouveau compte. La porte s'ouvrit et Philippe entra, surprenant tout le monde non seulement parce qu'il était accompagné d'une jeune femme inconnue, mais aussi par sa tenue décontractée, chemise bleue sans cravate, et blasé foncé, contrastant avec les costumes impeccables qu'il portait toujours pour les occasions formelles. « Bonjour à tous », salua-t-il, indiquant à la jeune femme de s'asseoir sur une chaise près du mur, en dehors de la table principale. « Je vous remercie de votre présence à cette réunion de dernière minute. »
François lança un regard inquisiteur à l'accompagnatrice de Philippe, reconnaissant l'assistante sociale qu'il avait rencontrée quelques jours plus tôt. « Avant de commencer, » poursuivit Philippe, restant debout, « je voudrais vous présenter Sophie Dubois, qui a gentiment accepté de nous accompagner aujourd'hui. Sophie est assistante sociale et coordinatrice de projet au Centre communautaire Nouveaux Horizons. » Les directeurs échangèrent des regards confus. Que faisait une assistante sociale dans une réunion stratégique de l'entreprise de construction? « J'ai convoqué cette réunion, » poursuivit Philippe, posant maintenant ses mains sur la table, « pour vous communiquer 2 décisions importantes que j'ai prises récemment. La première concerne ma position dans l'entreprise. » La tension dans la salle augmenta considérablement. François se redressa sur sa chaise, alerte. « Après 15 ans comme président-directeur général de l'entreprise Moreau, j'ai décidé qu'il est temps de passer le relais. Je vais me retirer de la présidence, conservant uniquement ma position au Conseil en tant qu'actionnaire majoritaire. » Un murmure d'étonnement parcourut la salle. François ne put dissimuler un sourire discret, rapidement réprimé. « La seconde décision, » continua Philippe, ignorant l'agitation, « est la création de la Fondation éducative Cécile Moreau, une organisation à but non lucratif dédiée à l'éducation et au développement professionnel des jeunes en situation de vulnérabilité. » François frappa la table du poing, incapable de contenir son indignation. « C'est absurde, Philippe. Tu abandonnes tout ce que nous avons construit pour jouer à la charité? »« Je n'abandonne rien, François, » répondit Philippe, avec un calme qui surprit tout le monde. « J'élargis nos horizons. L'entreprise continuera sous une direction compétente. La tienne, si le Conseil approuve ma recommandation. » Cette révélation réduisit momentanément François au silence. Les autres directeurs observèrent la scène, stupéfaits par le déroulement inattendu des événements. « Quant à la fondation, » poursuivit Philippe, « ce n'est ni un caprice passager, ni un jeu. C'est la réalisation d'un rêve que ma mère, Madame Cécile, n'a pas pu concrétiser de son vivant. Un projet auquel je compte consacrer le même engagement et la même excellence que j'ai appliqué à l'entreprise de construction toutes ces années. » Pendant l'heure suivante, Philippe présenta en détail sa vision pour la fondation. Il montra les plans architecturaux du complexe éducatif qui serait construit, expliqua la structure administrative, le plan pédagogique innovant et finalement le mécanisme de financement qui garantirait la durabilité du projet. La fondation sera initialement financée par le fonds que ma mère a commencé, auquel s'ajoute un don personnel de ma part. Mais j'ai également une proposition pour l'entreprise, expliqua-t-il, projetant une diapositive avec des chiffres. Je suggère la création d'un programme de responsabilité sociale d'entreprise qui allouerait 2% du bénéfice net annuel à des projets éducatifs, en commençant par la Fondation Cécile Moreau. François ne put se contenir davantage. « Tu as perdu la tête? Tu veux détourner des ressources de l'entreprise pour ton projet personnel? Les actionnaires n'approuveront jamais cela. » En fait, intervint Mathilde Junot, la directrice marketing, du point de vue de l'image de marque, une initiative comme celle-ci positionnerait Moreau comme leader en responsabilité sociale dans le secteur de la construction. Cela pourrait même attirer des investisseurs alignés avec les pratiques ESG. D'autres directeurs commencèrent à exprimer des opinions favorables aux grandes dames de François. La perspective présentée par Philippe était, après tout, cohérente avec les tendances du marché et pourrait apporter des avantages tangibles à l'entreprise au-delà de l'impact social. À la fin de la présentation, Philippe invita Sophie à parler brièvement de la réalité des jeunes dans les communautés défavorisées et comment les projets éducatifs transformaient des vies. Son discours passionné et fondé sur des données concrètes fit taire même les plus sceptiques dans la salle. « Des questions ?» conclut Philippe après presque 2 heures de réunion. François, qui était resté dans un silence calculé pendant la majeure partie de la présentation, se leva lentement. « J'ai juste une question, cousin. Ce changement soudain de priorité, es-tu sûr qu'il n'est pas motivé par des questions personnelles ?» Son regard se dirigea délibérément vers Sophie, insinuant quelque chose qui n'avait pas besoin d'être verbalisé. Le malaise fut immédiat dans la salle. « Si tu suggères que mes décisions professionnelles sont influencées par des sentiments personnels, » répondit Philippe, soutenant le regard de son cousin, « je peux t'assurer qu'ils le sont. Des sentiments de responsabilité, de but et d'héritage,
les mêmes que ma mère a essayé de m'enseigner et qui, pendant longtemps, ont été obscurcis par l'ambition. Après. La réunion, tandis que les directeurs se dispersaient en commentant avec animation les développements inattendus, François intercepta Philippe dans le couloir. « Tu commets une terrible erreur, avertit-il à voix basse. Ton père a construit cette entreprise à partir de rien, a tout sacrifié pour elle. Et maintenant tu jettes tout par la fenêtre à cause de quelques lettres sentimentales et d'une jolie assistante sociale ?» Philippe affronta le regard accusateur de son cousin sans reculer. « Mon père a construit une entreprise. Ma mère a construit des personnes. J'essaie simplement d'honorer les deux héritages, François. J'espère qu'un jour tu comprendras cela. » Laissant François derrière lui, Philippe retrouva Sophie qui l'attendait dans le hall. Ensemble, ils sortirent de l'imposant immeuble siège de l'entreprise et marchèrent jusqu'à un café voisin, où ils pourraient discuter plus en privé. « Tu étais magnifique là-dedans, » commenta Philippe, pendant qu'ils attendaient leur commande. « Tu as réussi à conquérir même le vieux Mendes, et il est connu pour ne pas s'impressionner facilement. » Sophie sourit, digérant encore l'intensité de cette matinée. « J'ai cru que ton cousin allait avoir une attaque quand tu as annoncé que tu quittais la présidence. » François a toujours vu l'entreprise comme le centre de tout, expliqua Philippe. Pour lui, le succès se mesure en mètres carrés construits et en bénéfices par action. Il ne peut pas comprendre qu'il existe d'autres façons de construire un héritage. « Et toi ?» demanda Sophie, l'étudiant avec curiosité. « Es-tu vraiment prêt pour ce changement radical dans ta vie ?» Philippe médita la question pendant quelques instants. « Tu sais, ces dernières années, chaque nouveau projet, chaque nouveau record de vente, chaque nouvelle conquête, tout semblait de moins en moins significatif. C'était comme escalader une montagne sans fin, toujours haletant, toujours épuisé, sans jamais vraiment apprécier la vue. Et maintenant, insista-t-elle, maintenant je sens que je construis enfin quelque chose qui durera au-delà du béton et de l'acier, quelque chose que ma mère reconnaîtrait comme précieux. » Le café arriva, interrompant momentanément la conversation. Tout en remuant distraitement sa tasse, Sophie semblait pensive. « J'ai pris une décision, dit-elle finalement. J'accepte l'invitation à coordonner le projet pédagogique de la Fondation. » Le visage de Philippe s'illumina. « Tu es sûr? Je sais que c'est un changement significatif dans ta carrière. »« En fait, c'est une continuation naturelle, » expliqua-t-elle. « Au centre communautaire, nous avons toujours travaillé avec des ressources limitées, accueillant un nombre restreint de jeunes. Avec la structure de la Fondation, nous pourrons amplifier cet impact exponentiellement. » Ils discutèrent avec animation des prochaines étapes, la finalisation de l'achat du terrain, le début des travaux d'aménagement de l'espace, le recrutement d'éducateurs, l'élaboration détaillée du programme pédagogique. Ils étaient si absorbés par la conversation qu'ils remarquèrent à peine le temps passé, jusqu'à ce que le téléphone de Sophie sonne, lui rappelant un engagement au centre communautaire. « Je dois y aller, » dit-elle, consultant sa montre. « Nous avons une présentation des adolescents du projet théâtre cet après-midi. Tu voudrais venir ? Ce serait une bonne opportunité pour mieux connaître le travail que nous réalisons déjà, avant de l'élargir avec la Fondation. » Philippe accepta promptement. Pendant le trajet jusqu'au centre communautaire, ils parlèrent des jeunes accueillis par le projet actuel, leurs histoires, défis et potentialités. Sophie parlait de chaque adolescent avec une connaissance profonde et une affection évidente, rappelant à Philippe la façon dont sa mère faisait référence à ses élèves. Le Petsunzu, théâtre improvisé dans la salle polyvalente du centre communautaire, était comble. Familles, amis et membres de la communauté occupaient les chaises simples disposées en rangées. Une petite scène montée avec des plateformes en bois et des rideaux en tissu bon marché accueillait la production modeste, mais pleine de sens. La pièce, écrite par les adolescents eux-mêmes, dépeignait les défis de grandir en banlieue, les rêves apparemment inaccessibles et la recherche d'opportunités dans une société inégale. Philippe, assis aux côtés de Sophie dans la dernière rangée, observait émerveillé la transformation des jeunes sur scène, certains qu'il avait déjà rencontrés lors de visites précédentes. « C'est Raphaël », chuchota Sophie, montrant un grand jeune homme qui interprétait le protagoniste avec une aisance surprenante. Quand il est arrivé ici il y a 2 ans, il pouvait à peine
établir un contact visuel ou parler en public. Le théâtre a complètement changé sa confiance en lui. À la fin de la représentation, pendant les applaudissements enthousiastes, Philippe remarqua quelque chose qui l'émut profondément. Sur le mur du fond de la salle, une fresque avec des photographies des projets réalisés par le centre incluait une image déjà familière, sa mère, Madame Cécile, entourée d'enfants souriants dans une bibliothèque improvisée. « C'est elle », commenta-t-il, indiquant la photographie à Sophie. « Oui », confirma-t-elle avec un sourire. C'était la première bibliothèque mobile qu'elle a organisée en 1998. Beaucoup de nos méthodes sont encore inspirées des projets qu'elle a développés. À ce moment, observant l'héritage vivant de sa mère dans cet espace simple et accueillant, Philippe eut la certitude absolue qu'il était sur la bonne voie. La Fondation Cécile Moreau ne serait pas seulement un projet philanthropique ou une façon d'apaiser sa conscience. Ce serait la continuation naturelle d'un travail commencé des décennies plus tôt par une institutrice dévouée qui croyait au pouvoir transformateur de l'éducation. Tandis que les jeunes acteurs recevaient les félicitations émues du public, Philippe entrevit l'avenir. Des centaines d'adolescents comme ceux-ci ayant accès à une éducation de qualité, des opportunités réelles et principalement la confiance que leurs rêves n'étaient pas inaccessibles. Un avenir que sa mère avait rêvé et qui maintenant enfin était à portée de main. Elle serait très fière, dit Sophie, comme si elle lisait dans ses pensées. Non seulement de la fondation, mais surtout de toi. Philippe acquiesça, la gorge nouée. Il y a encore beaucoup de travail devant nous, et nous serons ensemble dans ce voyage, répondit-elle, ses yeux reflétant une confiance sereine qui apaisa le cœur inquiet de l'entrepreneur. En quittant le centre communautaire ce soir-là, Philippe savait que sa vie avait changé irrévocablement. Le chemin qu'il avait choisi ne serait pas facile. Il y avait des résistances à surmonter, des structures à construire, des esprits à convaincre. Mais pour la première fois depuis de nombreuses années, il sentait qu'il marchait dans la bonne direction, guidé par un but plus grand que le succès financier ou la reconnaissance sociale. Le lendemain matin, en arrivant sur le terrain où serait construit le siège de la Fondation, il trouva une surprise. Sophie et un groupe de jeunes du centre communautaire étaient déjà là, organisant un nettoyage volontaire de l'espace. Munis de sacs poubelles, de balais improvisés et de beaucoup d'enthousiasme, ils commençaient à transformer ce lieu abandonné en quelque chose de nouveau. « Nous ne pouvions pas attendre pour commencer », expliqua Sophie, s'approchant tandis qu'ils se garaient. Les jeunes ont voulu participer dès le début, sentir qu'ils sont aussi constructeurs de ce rêve. Philippe observa la scène, profondément touché par le symbolisme de ce geste. Sans hésiter, il retira son blazer, retroussa les manches de sa chemise et se joignit au travail collectif. L'entrepreneur qui auparavant ne faisait que signer des contrats millionnaires dans des bureaux climatisés transpirait maintenant sous le soleil de la banlieue, enlevant des débris et rêvant de l'avenir qu'ils construiraient ensemble. Les mois qui suivirent furent marqués par un travail intense et des transformations. Le terrain dans l'Est parisien, autrefois abandonné, fourmillait maintenant d'activité. Des machines enlevèrent les décombres. Des architectes visitèrent fréquemment le site et les plans pour la Fondation Cécile Moreau prenaient forme concrète chaque jour. Philippe, désormais officiellement retiré de la présidence de l'entreprise, se consacrait entièrement au projet. La transition du pouvoir vers François s'était faite sans grands heures, du moins en apparence. Lors des réunions mensuelles du Conseil, les tensions étaient subtiles mais perceptibles. François présentait des rapports impeccables, avec des résultats croissants et des projections optimistes, toujours avec un regard de défi pour son cousin lorsqu'il mentionnait le programme de responsabilité sociale qu'il avait été obligé de mettre en œuvre. Par un après-midi particulièrement chaud de février, Philippe et Sophie marchaient sur le chantier, accompagnés par Denise Évrard, l'architecte responsable du projet. « Les fondations sont pratiquement achevées », expliquait Denise consultant le plan sur sa tablette. « La semaine prochaine, nous commencerons à ériger les structures du bâtiment principal. Si nous maintenons ce rythme, nous pourrons inaugurer la première phase dans 6 mois, comme prévu. » Philippe observait avec satisfaction les progrès. Le complexe éducatif était construit par modules, permettant aux activités de commencer même avant l'achèvement total de l'ouvrage. La première phase comprenait des salles de classe, des laboratoires de base et une petite bibliothèque. « Et la place centrale ?» demanda Sophie.
montrant la zone qui, selon le projet, abriterait un espace de convivialité avec le mémorial dédié à Madame Cécile. « Elle sera commencée après l'achèvement du bâtiment principal, » répondit Denis. « Nous devons respecter les étapes de construction pour garantir la sécurité et l'efficacité du processus. » Tandis qu'ils discutaient de détails techniques, le téléphone de Philippe sonna avec insistance. C'était Martine, sa gouvernante, qui appelait pour la 3e fois cet après-midi. « Excusez-moi, dit-il, s'éloignant pour répondre. « Martine, que se passe-t-il » La voix à l'autre bout semblait alarmée. « Monsieur Philippe, l'appartement, il y a eu un problème avec le système électrique. Les pompiers sont ici. Personne n'est blessé, mais il y a des dégâts considérables. » Philippe sentit un serrement au cœur. « J'arrive tout de suite. » Il expliqua rapidement la situation à Sophie et Denis avant de partir. Sur le chemin de son appartement des Champs-Élysées, il appela l'assurance et le syndic de l'immeuble, essayant de mieux comprendre ce qui s'était passé. Les informations étaient vagues. Apparemment, un court-circuit dans le système électrique avait provoqué un début d'incendie, rapidement maîtrisé par les pompiers. À son arrivée, il trouva son étage interdit d'accès, avec des techniciens, de la compagnie d'électricité et des experts du corps des pompiers évaluant les dégâts. Martine attendait dans le hall, visiblement bouleversée. « Ça a commencé dans le bureau, expliqua-t-elle, le conduisant jusqu'à l'ascenseur de service, le seul autorisé pour l'accès. Quand j'ai remarqué la fumée, elle s'était déjà propagée aux pièces adjacentes. L'appartement, normalement impeccable, était méconnaissable. Le bureau personnel de Philippe, où il gardait des documents importants, y compris les lettres de Madame Cécile, était le plus touché. Meubles, roussis, papiers détruits, équipements électroniques fondus, la vision était désolante. Les lettres, murmura-t-il, se dirigeant immédiatement vers le tiroir où il les gardait. Le meuble était partiellement brûlé, mais la boîte métallique où Philippe avait placé les lettres après les avoir lues avait résisté au feu. D'une main tremblante, il l'ouvrit, trouvant les précieux documents intacts. « Dieu merci », soupira-t-il soulagé. Un des experts s'approcha, se présentant comme enquêteur d'incendie. « Monsieur Moreau, nous avons trouvé quelque chose d'inhabituel à l'origine de l'incendie. Nous aimerions que vous y jetiez un coup d'œil. » Dans le bureau, le technicien montra ce qui restait d'une prise près du bureau. « Le feu a commencé ici, mais cela ne semble pas avoir été un court-circuit naturel. Il y a des indices de manipulation. »« Manipulation ?» répéta Philippe, confus. « Quelqu'un pourrait avoir délibérément provoqué le court-circuit, » expliqua l'expert. « Nous allons enquêter plus en profondeur, mais je vous recommande la prudence. Avez-vous un adversaire, quelqu'un qui pourrait vouloir vous nuire ?» La question resta suspendue dans l'air, tandis que Philippe assimilait cette information troublante. Serait-il possible que quelqu'un veuille saboter non seulement son appartement, mais spécifiquement son bureau personnel, où il gardait les documents de la fondation et les lettres de sa mère? Après le départ des experts et des pompiers, Philippe resta dans l'appartement endommagé, essayant de cataloguer ce qui avait été perdu. Martine l'aidait, séparant ce qui pourrait être récupéré. C'est alors que son téléphone sonna à nouveau. C'était Sophie. « Philippe, tout va bien ?» demanda-t-elle, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Je vais bien, mais l'appartement... » commença-t-il s'interrompant en entendant l'agitation en arrière-plan. « Que se passe-t-il là-bas » La réponse de Sophie le glaça. « Il y a eu un problème sur le chantier. Quelqu'un a vandalisé le site pendant la nuit. Les machines ont été endommagées, des matériaux détruits. Vous devez venir voir ça. » 2 heures plus tard, Philippe était de retour sur le terrain de la fondation, contemplant atterré la destruction. Des équipements lourds avaient leurs fils coupés, des sacs de ciment avaient été ouverts et exposés à la pluie de la nuit. Des outils étaient éparpillés et brisés. Sur le mur récemment érigé de ce qui serait le bâtiment principal, un message peint en rouge « Retourne dans ta tour d'ivoire, bourgeois ». Qui ferait une chose pareille? Demanda Sophie à ses côtés. Philippe secoua la tête, essayant d'assimiler les 2 attaques survenues le même jour. « Je ne crois pas aux coïncidences, Sophie. Ceci est l'incendie dans mon appartement. Quelqu'un essaie de nous arrêter. »« Mais qui s'opposerait à un projet éducatif ?» insista-t-elle. « Quelqu'un qui ne veut pas que je m'éloigne des affaires traditionnelles, » répondit-il pensif. « Ou quelqu'un qui craint l'impact que la fondation pourrait avoir. » Denis s'approcha, après avoir évalué les dommages aux structures déjà construites. « La bonne nouvelle est que les fondations n'ont pas été compromises.
La mauvaise nouvelle est que nous avons perdu au moins 2 semaines de travail, sans compter le coût des équipements endommagés. Prenez les dispositions nécessaires pour reprendre les travaux le plus rapidement possible, ordonna Philippe. Je vais renforcer la sécurité du site. Caméras, garde 24 heures sur 24, éclairage complet. Tandis que Denis s'éloignait pour passer des appels, Philippe remarqua que Sophie observait le graffiti avec une expression préoccupée. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. « Ce message » commença-t-elle hésitante. « Ça ne me semble pas être quelque chose que la communauté ferait. Les gens ici sont enthousiastes à propos de la fondation, des opportunités qu'elle apportera. Vous pensez que ce pourrait être une tentative de simuler une résistance de la communauté » questionna-t-il, suivant son raisonnement. « Exactement. Quelqu'un voulant créer l'impression que le quartier rejette le projet, alors qu'en réalité c'est justement le contraire. » Le soupçon grandissait chez Philippe, mais il avait besoin de plus d'informations avant de pointer du doigt. Ce soir-là, après avoir assuré que la sécurité du chantier serait immédiatement renforcée, il conduisit jusqu'à la maison de Jacques Rivière, un ancien ami de son père qui occupait maintenant un poste au conseil d'administration de l'entreprise. Jacques, un monsieur de 70 ans qui avait conservé son élégance et sa lucidité malgré son âge avancé, reçut Philippe dans son appartement du 16e arrondissement. « 2 fois en 1 semaine » plaisanta le vieil. Holmes, servant du whisky pour tous deux. « La dernière fois que tu m'as rendu visite aussi fréquemment, c'était quand tu avais besoin de conseils sur l'expansion vers la Normandie. »« J'ai besoin de votre perspective, Jacques, » admit Philippe, acceptant la boisson. « Vous connaissez l'entreprise de l'intérieur, vous connaissez les gens. Quelqu'un s'est-il manifesté fortement contre mon départ ou contre la fondation ?» Jacques réfléchit un moment, ses yeux expérimentés étudiant le visage tendu du jeune homme qu'il avait vu grandir. « François a exprimé des inquiétudes, naturellement. Il pense que tu gaspilles des ressources et du prestige. Mais je ne crois pas qu'il irait jusqu'à saboter ton projet. » Et les autres directeurs, investisseurs? La plupart voient la fondation comme une excentricité de ta part, mais inoffensive. Certains apprécient même l'aspect de responsabilité sociale. Mais Jacques fit une pause comme s'il hésitait à continuer. Mais, l'encouragea Philippe, il y a des rumeurs selon lesquelles François négocie secrètement avec le groupe Martin. Une possible fusion qui diluerait ta participation actionnaire et potentiellement réduirait ton influence au conseil. Cette révélation frappa Philippe comme un coup de poing. Le groupe Martin était connu pour ses pratiques agressives d'acquisition et pour sa vision strictement financière des affaires. Une fusion dans ces conditions menacerait certainement non seulement sa position dans l'entreprise, mais aussi l'engagement de soutien à la fondation. « Il ne peut pas faire ça sans mon... »« Approbation » protesta Philippe. « Je suis l'actionnaire majoritaire. »« Pour l'instant, » répondit Jacques, de manière significative. « Mais s'il parvient à convaincre d'autres membres du conseil, à créer une narrative selon laquelle ta distraction avec des projets philanthropiques nuit à l'entreprise, eh bien tu connais le jeu corporatif. » Sur le chemin du retour, hébergé temporairement dans un hôtel pendant que son appartement était restauré, Philippe appela Sophie. Il avait besoin de partager ses soupçons et, plus important, d'élaborer une stratégie pour protéger la fondation. « Je crois avoir découvert qui est derrière les attaques, » dit-il dès qu'elle décrocha. « Ou du moins, qui a des motifs pour... »« Cela... »« Ton cousin ?» demanda directement Sophie. Sa perspicacité ne le surprenait plus. « Tu as aussi soupçonné de lui ?» Après la façon dont il s'est comporté lors de cette réunion et comment il a regardé le terrain quand il nous a trouvés, oui, j'ai envisagé cette possibilité. Ils convinrent de se rencontrer le lendemain matin pour discuter des prochaines étapes. Philippe passa une nuit agitée, se retournant dans le lit de l'hôtel, son esprit alternant entre des stratégies pour protéger la fondation et des souvenirs des lettres de Madame Cécile. Dans l'une d'elles, elle avait écrit « La valeur ». D'un rêve ne se mesure pas à la facilité de le réaliser, mais à la force que nous trouvons pour surmonter les obstacles sur son chemin. Le lendemain matin, en arrivant au petit café où il avait donné rendez-vous à Sophie, Philippe trouva non seulement elle, mais aussi Madame Noguet du centre communautaire et 3 jeunes qui participaient aux projets sociaux. « Nous espérons que vous ne vous opposerez pas aux invités supplémentaires, »
dit Sophie en le voyant approcher. « Après l'attaque du chantier, la communauté s'est mobilisée. Ils veulent t'aider. » Un des jeunes, que Philippe reconnut comme Raphaël, le protagoniste de la pièce de théâtre, s'avança. « Monsieur Moreau, nous avons organisé une corvée collective pour ce week-end. Des résidents, des jeunes du centre communautaire, même les gens de l'association de quartier. Tous veulent aider à nettoyer le chantier et à récupérer ce qui a été endommagé. » Philippe regarda les visages déterminés devant lui, ressentant une émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps, l'appartenance. Ces personnes, qui le connaissaient à peine, étaient prêtes à donner de leur temps et de leurs efforts pour un rêve partagé. « Cela signifie beaucoup, » parvint-il à dire, la voix nouée. « Mais je ne veux mettre personne en danger. Si ceux qui ont attaqué le chantier reviennent, c'est pourquoi nous avons aussi organisé un système de surveillance communautaire, » expliqua une autre jeune, une fille d'environ 16 ans aux tresses colorées. Des tours de garde, des groupes WhatsApp pour une communication rapide. Personne ne va détruire notre avenir. La détermination de ces jeunes, le soutien de la communauté, tout cela renforçait la conviction de Philippe qu'il était sur la bonne voie. La fondation n'était pas seulement son projet personnel ou un hommage à la mémoire de sa mère. Elle était devenue un espoir collectif, un symbole de possibilité pour toute une communauté. « Il y a autre chose, » dit Madame Noguet, sortant de son sac une enveloppe brune. « Nous avons trouvé ceci au centre communautaire, parmi les anciens documents que nous organisions pour le déménagement. » Dans l'enveloppe, il y avait des photographies jaunies par le temps, des coupures de journal et un carnet de notes, tous liés à Madame Cécile et à ses projets éducatifs au fil des ans. « Votre mère tenait des registres méticuleux de tout ce qu'elle faisait, » expliqua la dame. « Nous avons pensé que vous aimeriez avoir cela. Ça pourrait être utile pour le mémorial de la Fondation. » Philippe feuilleta le carnet avec révérence. La calligraphie soignée de sa mère remplissait page après page de plans de cours, de réflexions pédagogiques, de noms d'élèves et d'observations sur leurs progrès. À la dernière page, il trouva quelque chose qui lui coupa le souffle, une esquisse initiale de ce qu'elle appelait le Centre d'opportunités éducatives, étonnamment similaire au projet qu'il développait maintenant. Elle avait vraiment tout planifié, murmura-t-il, montrant le dessin à Sophie. Ce n'était pas juste un rêve vague, elle avait un plan concret. « Et maintenant tu réalises ce plan, » répondit Sophie avec un sourire affectueux, avec quelques améliorations contemporaines, bien sûr, renforcées par ce soutien inattendu et par la découverte des plans originaux de sa mère. Philippe prit une décision. Il ne permettrait pas que des menaces ou des sabotages le détournent de cet objectif. Il était temps d'affronter François directement et de protéger non seulement son projet personnel, mais aussi l'héritage de sa famille dans l'entreprise. En quittant le café, accompagné par cette petite armée d'alliés improbables, Philippe savait que la bataille pour la Fondation Cécile Moreau ne faisait que commencer. Mais maintenant, il ne luttait plus seul, et cela faisait toute la différence. Le matin du grand jour se leva avec un ciel étonnamment bleu au-dessus de Paris, comme si la nature elle-même voulait célébrer l'inauguration de la Fondation Cécile Moreau. Les 6 derniers mois avaient été une montagne russe d'émotions et de défis, mais finalement, le rêve était sur le point de se matérialiser. Le complexe éducatif, qui n'était auparavant qu'un terrain abandonné en banlieue, affichait maintenant une façade moderne et accueillante. Le bâtiment principal, avec ses larges fenêtres et son design durable, abritait des salles de classe équipées de technologies de pointe, des laboratoires de sciences et d'informatique et une bibliothèque qui comptait déjà des milliers de volumes donnés par des universités et des éditeurs partenaires. Philippe arriva tôt, voulant avoir quelques moments de tranquillité avant la cérémonie officielle. Il gara sa voiture, non plus la luxueuse Mercedes, mais un modèle plus discret et fonctionnel, et marcha lentement à travers le campus. Chaque détail avait été pensé avec soin. Les jardins avec des espèces indigènes, les bancs stratégiquement positionnés pour favoriser les conversations, les œuvres d'art produites par des artistes locaux décorant les couloirs. Au centre du complexe, la place qui abriterait le mémorial dédié à Madame Cécile attendait, couverte par un grand tissu blanc, prête à être dévoilée pendant la cérémonie. C'était le cœur symbolique de la Fondation, l'espace qui relierait le passé représenté par sa mère au futur incarné par les jeunes qui y étudieraient.
Je savais que je te trouverais ici, dit une voix familière derrière lui. Sophie approchait, radieuse dans une robe bleu turquoise simple mais élégante, portant un dossier avec les derniers détails de l'événement. Ces derniers, leur partenariat s'était approfondi, se transformant en une amitié solide, basée sur le respect mutuel et des objectifs partagés. Je n'ai pas pu attendre à l'hôtel, confessa Philippe. J'avais besoin de tout voir une dernière fois, de m'assurer que tout est parfait. C'est plus que parfait, m'assura-t-elle, regardant autour d'elle avec une fierté évidente. Les premiers invités arrivent déjà. La presse aussi. 3 chaînes de télévision, 2 journaux importants et plusieurs portails d'information. L'attention des médias était attendue. L'histoire d'un des entrepreneurs les plus prospères du pays, abandonnant la direction de son entreprise pour se consacrer à un projet social, avait tous les éléments qui fascinaient le public. Certains médias traitaient Philippe comme un philanthrope visionnaire. D'autres spéculaient sur des crises personnelles ou des stratégies marketing déguisées. Peu importait, la visibilité bénéficierait à la fondation, attirant des partenaires et élargissant sa portée. Jacques vient d'arriver avec quelques membres du conseil, continua Sophie, consultant sa liste. Madame Noguet organise les jeunes du centre communautaire pour la présentation musicale. Et, ton cousin est là aussi. Philippe haussa les sourcils, sincèrement surpris. François est venu? Il est arrivé il y a peu, avec quelques cadres que je n'ai pas reconnus. La présence de François était inattendue. Depuis la confrontation qu'ils avaient eue 3 mois auparavant, quand Philippe avait exposé au Conseil les preuves de la tentative de fusion secrète avec le groupe Martin, leur relation s'était complètement détériorée. Le plan de François avait été contrecarré, mais le prix avait été élevé, liens familiaux rompus, confiance brisée et une guerre froide corporative qui résonnait encore dans les couloirs de l'entreprise. Je lui parlerai après la cérémonie, décida Philippe. Aujourd'hui est un jour de célébration, pas de confrontation. À mesure que l'heure de l'inauguration approchait, le campus fut envahi par une foule diverse. Autorités municipales, éducateurs, représentants d'ONG partenaires, entrepreneurs intéressés par la responsabilité sociale et, surtout, des résidents de la communauté locale qui avaient accompagné et contribué à chaque étape du projet. La cérémonie officielle eut lieu sur la place centrale avec des chaises disposées en demi-cercle autour du mémorial encore couvert. Philippe, assis au premier rang entre Sophie et Jacques, ressentait un mélange d'anxiété et d'accomplissement. Ses yeux parcourèrent le public, reconnaissant des visages devenus familiers ces derniers mois. Raphaël et d'autres jeunes du centre communautaire, maintenant les premiers élèves de la fondation, Denis, l'architecte qui avait transformé le rêve en structure concrète, Madame Noguet, dont la sagesse avait guidé tant de décisions importantes, et étonnamment, François, assis au fond, avec une expression indéchiffrable. La cérémonie commença par une présentation musicale des jeunes, suivie de brefs discours d'autorité et de partenaires. Quand vint le tour de Philippe, il monta sur la petite scène improvisée, ressentant le poids de ce moment. « Il y a 1 an, commença-t-il, sa voix amplifiée par les haut-parleurs, je me considérais comme un homme qui avait réussi. J'avais bâti un empire, accumulé des richesses, gagné le respect dans le monde des affaires, mais il y avait un vide qu'aucune réussite matérielle ne pouvait combler. Il fit une pause, ses yeux rencontrant ceux de Sophie dans le public, qui acquiesça avec encouragement. Il a fallu une rencontre inattendue pour que je comprenne ce qui manquait dans ma vie. Une rencontre qui m'a reconnecté avec l'héritage, le plus précieux que j'ai reçu, les enseignements de ma mère, Madame Cécile Moreau. Philippe raconta brièvement l'histoire que beaucoup connaissèrent maintenant. La rencontre au cimetière avec Sophie, la découverte des lettres non lues, la révélation du rêve que sa mère n'avait jamais pu réaliser. À chaque mot, il percevait comment son propre parcours avait touché d'autres personnes. Il le voyait dans les yeux attentifs du public, dans les expressions émues, dans le silence respectueux. La Fondation Cécile Moreau naît aujourd'hui, non seulement comme un centre éducatif, poursuivit-il, mais comme un engagement envers l'avenir. Un espace où des jeunes talentueux auront accès à des opportunités qui peuvent transformer leur vie, ainsi que celle de leur famille et communauté. Un lieu où la connaissance sera partagée avec générosité, où les rêves seront cultivés avec soin,
et où chaque personne sera vue dans sa totalité et son potentiel, comme ma mère l'a toujours fait avec ses élèves. En terminant son discours, Philippe invita Sophie à le rejoindre sur scène. Côte à côte, ils marchèrent jusqu'au centre de la place où le mémorial attendait son moment de révélation. Ce mémorial, expliqua Philippe, est dédié non seulement à la mémoire de Madame Cécile, mais à tous les éducateurs qui, comme elle, consacrent leur vie à planter des graines de connaissance et d'espoir. C'est un symbole du pouvoir transformateur de l'éducation et de l'amour du prochain. D'un geste, lui et Sophie tirèrent le tissu qui couvrait la structure, révélant enfin le mémorial. Une sculpture en bronze, représentant une institutrice assise sur un banc, avec un livre ouvert sur les genoux, entourée d'enfants d'âges différents. La ressemblance avec Madame Cécile était subtile, mais reconnaissable dans les traits sereins du visage, dans le regard accueillant, dans la posture qui irradiait sécurité et sagesse. Autour de la sculpture, une mosaïque circulaire portait, gravée dans la pierre, des phrases extraites des lettres de Madame Cécile, des mots d'encouragement, des réflexions sur l'éducation, des pensées sur la valeur de la persévérance et de la compassion. Et complétant l'ensemble, des panneaux rétroéclairés montraient des photographies de son parcours comme éducatrice, beaucoup provenant des archives découvertes par Madame Noguet. Les applaudissements furent spontanés et émus. Beaucoup de personnes présentes, surtout celles qui avaient connu personnellement Madame Cécile, ne pouvaient contenir leurs larmes. C'était comme si, d'une certaine façon, elle était présente à ce moment, témoin de la réalisation de son rêve, le plus précieux. Après la cérémonie officielle, tandis que les invités circulaient dans le campus lors de visites guidées, Philippe trouva enfin un moment pour s'approcher de François, qui observait le mémorial avec une expression contemplative. « Merci d'être venu, » dit Philippe, s'arrêtant à côté de son cousin. « Cela signifie beaucoup pour moi. » François resta silencieux quelques instants, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « C'est un projet impressionnant, » admit-il finalement, « beaucoup plus substantiel que ce que j'imaginais. »« Tu aurais pu participer dès le début, » répondit Philippe, sans accusation dans la voix. « Il y a toujours eu de la place pour toi dans ce rêve. »« Peut-être étais-je trop concentré sur la protection de ce que ton père a construit, » réfléchit François. « Ou peut-être, je n'ai simplement pas compris ce qui comptait vraiment pour toi. » La conversation fut interrompue par l'approche de Sophie, accompagnée d'un groupe de donateurs potentiels intéressés à rencontrer Philippe. La réconciliation complète avec François, si elle était possible, devrait attendre un autre moment. Mais ce bref échange signalait déjà une possible détente dans les relations familiales. Le reste de la journée se déroula dans un tourbillon d'activités. Visite des installations, présentations artistiques des jeunes, démonstrations, des laboratoires et ateliers. À la tombée du jour, quand la majorité des invités étaient déjà partis, Philippe se retrouva à nouveau seul sur la place du mémorial, contemplant la sculpture de sa mère sous la lumière dorée du crépuscule. « Nous avons réussi, maman, » murmura-t-il, touchant doucement la base en bronze de la statue. « Ton rêve est vivant. »« Elle le sait, » dit Sophie, s'approchant silencieusement. « D'une certaine façon, elle le sait. » Ils s'assirent ensemble sur l'un des bancs de la place, observant le campus qui bourdonnait maintenant d'une énergie nouvelle. L'énergie de la possibilité, du potentiel, de l'avenir qui commençait à se dessiner. « J'ai reçu une nouvelle intéressante aujourd'hui, » commenta Sophie, après quelques moments de silence confortable. « Le ministère de l'Éducation s'intéresse à notre méthodologie. Ils veulent étudier la possibilité de reproduire certains aspects du projet dans des écoles publiques. » Philippe sourit, sincèrement heureux de la perspective d'expansion de l'impact de la Fondation. Ce serait incroyable, exactement ce que ma mère a toujours voulu, atteindre le plus grand nombre possible de jeunes. Et il y a plus, continua-t-elle, ses yeux brillants d'enthousiasme. 3 grandes entreprises, concurrentes de ton entreprise de construction, ont pris contact pour établir des partenariats. Apparemment, ton exemple a inspiré d'autres entrepreneurs à repenser leurs priorités. L'ironie n'échappa pas à Philippe. Justement ce que François craignait, que son départ affaiblisse l'entreprise de construction, avait l'effet inverse. L'entreprise Moreau était maintenant considérée comme pionnière en responsabilité sociale d'entreprise, attirant des investisseurs et des clients alignés sur des valeurs humanitaires. « Tu sais ce qui me surprend le plus dans tout ça ?» réfléchit Philippe.
tandis qu'ils observaient le coucher de soleil teinter le ciel de nuances orangées. Comment une rencontre fortuite peut complètement changer le cours d'une vie? Si tu n'avais pas été dans ce cimetière ce jour précis, ce n'était pas fortuit, interrompit doucement Sophie. J'allais sur la tombe de Madame Cécile le même jour chaque année, le jour où j'ai trouvé ses premières lettres. Coïncidence ou non, c'était le même jour où tu la visitais aussi. La révélation flotta entre eux comme une feuille portée par la brise, légère mais significative. Il y avait quelque chose de plus grand en jeu dans leur vie, quelque chose qui transcendait le hasard. Je crois que certaines personnes entrent dans nos vies exactement quand nous avons besoin d'elles, continua Sophie. Ta mère est entrée dans ma vie à travers ces lettres quand j'avais besoin d'orientation. Et peut-être que je suis entré dans la tienne quand tu avais besoin de redécouvrir ce qui comptait vraiment. Philippe réfléchit aux paroles de Sophie, sentant leur profonde vérité. Et maintenant nous entrons ensemble dans la vie de tous ces jeunes, ajouta-t-il, indiquant d'un geste le campus autour, au moment où ils ont le plus besoin de soutien et d'opportunités. Le silence qui suivit était rempli de compréhension mutuelle, d'une connexion qui avait évolué au-delà des circonstances qui l'avaient fait naître. Ils n'étaient ni plus seulement l'entrepreneur et l'assistante sociale unis par un projet commun. Ils étaient partenaires dans un voyage de transformation tant personnel que collectif. Quand les premières étoiles commencèrent à parsemer le ciel, ils se levèrent enfin, prêts à clore cette journée historique et à se préparer pour les défis à venir. La Fondation Cécile Moreau était officiellement inaugurée, mais sa véritable histoire ne faisait que commencer. Demain, nous recevons les premiers élèves réguliers, rappela Sophie, tandis qu'ils marchaient vers le parking. 100 jeunes pleins de rêves et d'attentes. Et nous serons là pour les accueillir, répondit Philippe, avec la certitude tranquille de celui qui a enfin trouvé son but, comme ma mère l'aurait fait. En quittant le campus, ils jetèrent un dernier regard vers le mémorial illuminé sur la place centrale, un phare de bronze et de lumière qui symbolisait non seulement le passé honoré, mais surtout l'avenir qu'ils aidaient à construire. Un avenir où la vraie valeur ne serait pas mesurée en chiffres ou en possessions, mais dans l'impact positif sur la vie des autres. Dans les semaines qui suivirent, la Fondation s'établit rapidement comme un centre d'excellence éducative et de transformation sociale. Les premiers résultats étaient déjà visibles dans les regards renouvelés des jeunes qui, auparavant, n'entrevoyaient pas de possibilités au-delà de leurs circonstances limitantes. Des programmes de mentorat connectaient des professionnels accomplis à des étudiants talentueux. Des ateliers créatifs révélaient des talents artistiques inexplorés et le laboratoire d'innovation sociale incubait des projets développés par les élèves eux-mêmes pour résoudre des problèmes de leur communauté. Philippe, bien qu'il maintienne son rôle au conseil d'administration de l'entreprise, consacrait la majeure partie de son temps à la fondation, travaillant côte à côte avec Sophie pour l'expansion des programmes et l'établissement de nouveaux partenariats. L'expérience avait transformé non seulement sa vision du succès et du but, mais aussi sa façon de se relier aux personnes autour de lui. Par un après-midi particulièrement significatif, alors qu'il observait un groupe d'étudiants présentant des projets de développement durable urbain, Philippe reçut un message de François « J'ai parlé avec le conseil. Nous avons approuvé à l'unanimité l'élargissement du programme de responsabilité sociale. Nous voulons construire 3 unités supplémentaires de la Fondation dans d'autres quartiers périphériques. Quand pouvons-nous en discuter ?» Le texte, simple mais chargé de sens, représentait plus qu'une opportunité d'expansion. C'était un symbole de réconciliation, de reconnaissance de la valeur de ce travail et de la possibilité d'unir à nouveau les chemins qui s'étaient séparés. En partageant la nouvelle avec Sophie, Philippe ne put s'empêcher de sourire en pensant combien Madame Cécile aurait été fière de ce moment. Son héritage, auparavant préservé seulement dans des lettres non lues et des souvenirs lointains, fleurissait maintenant de manière qu'elle n'aurait probablement jamais imaginée, touchant des vies bien au-delà des salles de classe où elle avait enseigné. Et peut-être était-ce là le plus grand apprentissage de ce voyage, que la vraie valeur d'une vie ne se mesure